En l'espace d'une seule génération, le monde le plus sophistiqué qui ait jamais existé cessa tout simplement d'exister, sans douceur ni élégance. Les grands complexes palatiaux de Mycène et de Grèce furent réduits en cendres. L'empire hittite disparut si complètement que les civilisations ultérieures oublièrent jusqu'à son existence. Ougarie, joyau de la côte levantine, fut réduite en cendres. L'Égypte survécut de justesse et ne s'en remit jamais vraiment. Pendant des siècles, les érudits donnèrent un nom à la force à l'origine de cette catastrophe, les peuples de la mer. Mais un nom n'explique rien. D'où venaient-ils? Qu'est-ce qui les animait? Et qu'est-il advenu d'eux ensuite? Pendant la majeure partie de l'époque où ces questions ont été posées, les outils permettant d'y répondre n'existaient tout simplement pas. Puis, les scientifiques ont commencé à extraire de l'ADN ancien d'ossements vieux de 300-200 ans, et le passé a commencé à parler dans un langage entièrement nouveau. Voilà ce que ces ossements ont révélé, et c'est bien plus humain que quiconque ne l'aurait imaginé. Pour comprendre ce qui a été perdu, il faut d'abord comprendre ce qui existait. Ce qui existait au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ était quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant, et qu'il ne reverrait pas pendant des siècles après sa destruction. Imaginez un navire marchand quelque part dans l'est de la Méditerranée vers 1300 avant Jésus-Christ. Dans sa cale, des lingots de cuivre de Chypre, de l'étain des montagnes d'Afghanistan, de l'ambre de la côte baltique, de l'ivoire d'Afrique, de la poterie de Grèce, des céréales d'Égypte. Un seul navire transportant la production matérielle de la moitié du monde connu. Nous savons que ce navire a existé car des archéologues l'ont remonté des fonds marins au large des côtes du sud-ouest de la Turquie en 1984. L'épave du Luburan, un navire marchand de 15 mètres dont la cargaison représentait pratiquement toutes les grandes civilisations de la fin de l'âge du bronze, y compris des preuves d'un équipage multinational capable de converser dans les langues d'un monde interconnecté. Ce navire n'est pas une anomalie, c'est un symbole. Au XIVe et XIIIe siècle avant Jésus-Christ, les grandes puissances de la Méditerranée orientale avaient bâti quelque chose de véritablement sans précédent, un système. L'Égypte au sud-ouest, l'empire hittite dominant l'Anatolie, la Grèce mycénienne au nord-ouest, Babylone et l'Assyrie ancrant l'est. Des royaumes plus petits mais riches comme Ougarit tissaient des liens entre eux. Ces puissances commerçaient, correspondaient et s'alliaient par mariage. Nous le savons grâce aux 350 tablettes cunéiformes découvertes à Amarna, en Égypte, qui conservent la véritable correspondance diplomatique de cette époque. De grands rois s'adressaient les uns aux autres comme à des frères, négociaient des accords commerciaux, demandaient des cargaisons d'or et se plaignaient lorsque celles-ci étaient insuffisantes. Toute cette correspondance s'est déroulée dans une langue commune, le babylonien. Non pas parce que Babylone dominait les autres, mais parce que des siècles de contacts avaient naturellement engendré un langage diplomatique commun. Ce détail, à lui seul, témoigne de la profondeur de l'intégration de ce monde. Ce qui assurait la cohésion militaire de l'armée, c'était le char. Rapide, coûteux et d'une efficacité redoutable, il était le char d'assaut de l'âge du bronze et l'instrument parfait du pouvoir centralisé. Sa construction exigeait des artisans qualifiés, des chevaux dressés, des guerriers professionnels et une économie excédentaire pour assurer son entretien. Le char n'a pas seulement permis de gagner des batailles, il a aussi intégré la puissance dans une technologie que seuls les États riches pouvaient se permettre. Et cette dépendance recelait une vulnérabilité intrinsèque. À la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, les informations qui parvenaient à travers ce système étaient profondément inquiétantes. La famine ravageait les hauts plateaux hittites. De nouvelles fortifications s'élevaient en Grèce, et une lettre du roi d'Ougarit contenait des paroles que personne ne pouvait pleinement comprendre. « Les navires ennemis, écrivait-il, ont été aperçus. Le monde le plus stable qui ait jamais existé se trouvait au bord de quelque chose en mer. Il n'avait aucun cadre sur lequel se projeter. » Puis, vers 1177 avant notre ère, des voiles noires apparurent au large des côtes égyptiennes. Une flotte de navires de guerre, puissants et rapides, s'avançait à l'embouchure du Nil, transportant des guerriers dont l'apparence paraissait véritablement étrangère aux Égyptiens. Certains portaient des coiffes à plumes, d'autres des casques à cornes. Leurs armures mêlaient plaques lourdes et cuir léger.
Leur armement s'articulait autour de longues épées tranchantes et de javelots, plutôt que d'arcs et de lances qui avaient défini la guerre de l'âge du bronze pendant des siècles. Il ne s'agissait pas d'une armée en uniforme représentant un seul État. C'était quelque chose de plus difficile à catégoriser. Une confédération, une coalition de peuples avançant ensemble vers un but commun, même si leurs origines étaient dispersées à travers la moitié du monde médiéval. Le pharaon Ramsès III les rencontra sur le Nil et, selon ses propres dires, il remporta la victoire. C'est là que l'instinct de scepticisme de l'historien devient essentiel. Le pharaon n'a jamais perdu. Les inscriptions monumentales gravées dans les murs de Médinet Habou décrivent une victoire égyptienne totale et glorieuse, dans la langue que la propagande royale perfectionnait depuis 1000 ans. L'ennemi est écrasé. Le pharaon triomphe. Les dieux sont satisfaits. Ce qui rend le récit de Médinet Habou inhabituel, ce n'est pas son triomphalisme, mais l'ampleur de la menace qu'il se sentait obligé de décrire. Aucune terre, déclare l'inscription, n'avait pu résister à ces envahisseurs. Ils avaient déjà ravagé Hatti, Carchemish, Arzawa, Al-Ashia, laissant derrière eux une traînée de destruction correspondant aux vestiges archéologiques des civilisations effondrées dans toute la Méditerranée orientale, jusqu'aux portes de l'Égypte. Un pharaon qui remportait véritablement la victoire n'avait pas besoin d'expliquer avec autant de précision à quel point l'ennemi avait été dangereux. Les groupes nommés, sculptés sur ces bas-reliefs, ont occupé les érudits depuis lors. Les Pélézètes, les Tchekhers, les Shekelesh, les Dénines, les Weshesh. 5 peuples sont mentionnés dans le récit de 1177 avant notre ère, faisant partie d'une liste plus longue apparaissant dans diverses sources égyptiennes sur plusieurs décennies. Il ne s'agissait pas d'un événement isolé, et ce détail est constamment négligé. L'attaque contre Ramsès était la deuxième tentative d'invasion majeure de l'Égypte en 30 ans. Mais le détail le plus révélateur conservé à Médinet Habou n'est peut-être pas celui des guerriers. À côté des navires de guerre et des combattants, les bas-reliefs montrent des chariots à bœufs chargés de femmes, d'enfants et de biens. Il ne s'agissait pas uniquement de bandes de pillards cherchant du butin et une retraite rapide. Au moins une partie de ces personnes se déplaçait, emportant tout ce qu'elles possédaient, à la recherche d'un endroit où s'installer définitivement. Ce que les sources égyptiennes ne peuvent pas nous dire, c'est le point de vue de l'autre côté. Pendant la majeure partie de l'histoire, tout ce que nous savions des peuples de la mer nous est parvenu à travers le prisme de la seule civilisation qui a réussi à leur résister. Le débat sur l'identité réelle des peuples de la mer est presque aussi ancien que l'étude moderne de l'histoire ancienne elle-même. Lorsque l'égyptologue français Emmanuel de Rouge utilisa pour la première fois l'expression « peuple de la mer » en 1855, il nommait un problème autant qu'il en résolvait un. Pendant près de 2 siècles, les chercheurs se sont penchés sur cette même difficulté fondamentale. 9 ou 10 groupes nommés, des apparences très différentes sur les reliefs égyptiens, aucun document écrit provenant des peuples de la mer eux-mêmes et une absence quasi totale de preuves biologiques qui permettraient de régler la question des origines avec une réelle précision. Pendant la majeure partie de cette période, les connaissances se limitaient à l'étude de la poterie et des formes de casques. Et la poterie et les formes de casques ne peuvent pas mener bien loin. Les Chardana sont peut-être le groupe le plus frappant visuellement parmi ceux mentionnés, représentés avec des casques à cornes distinctifs et des boucliers ronds et longtemps associés à la Sardaigne. Ce lien repose sur de véritables preuves archéologiques. La culture néoragique de la Sardaigne de l'âge du bronze a produit des figurines en bronze présentant une ressemblance remarquable avec les guerriers sculptés à Médinet Habou. Les guerriers Chardana apparaissent dans les archives égyptiennes bien avant 1177 avant notre ère, combattant comme mercenaires à Kadesh, servant de garde du corps personnel à Ramsès II et lançant un raid infructueux sur le Nil au début de son règne. Une relation avec l'Égypte s'étendant sur plus de 3 siècles, oscillant entre service et hostilité d'une manière qui ressemble moins à une invasion étrangère qu'à une caractéristique récurrente du monde de l'âge du bronze. Les Pélécètes présentent l'argument global le plus convaincant en faveur de cette hypothèse, une identification définitive. L'argument selon lequel ils seraient devenus les Philistins de l'Ancien Testament, s'installant sur la côte sud du Levant dans les années qui ont immédiatement suivi l'effondrement, est étayé par l'archéologie des 5 villes de la Pentapole philistine. Des styles de poterie distinctifs, des pratiques alimentaires modifiées,
de nouvelles traditions architecturales et une culture matérielle présentant des liens évidents avec la mer Égée témoignent tous d'une population nouvellement arrivée plutôt que d'une simple continuité avec ce qui existait auparavant. Les Loukas sont plus simplement situés en Lycie, à l'extrême sud-ouest de la Turquie moderne, une région avec une longue et bien documentée histoire de raids maritimes antérieure de plusieurs siècles à l'effondrement. Les Équèches sont plus intrigants. La ressemblance de ce nom avec les Achéens d'Homère a été remarquée depuis des générations, et l'on trouve des traces de guerriers mycéniens servant comme mercenaires dans tout le monde de l'âge du bronze bien avant son effondrement. En l'absence de preuves biologiques, chaque identification constituait finalement un argument plausible, convaincant par endroits. Partout ailleurs, tout était frustrant et circonstanciel. L'ADN allait changer la donne. Pendant longtemps, on a eu tendance à considérer les peuples de la mer comme l'explication de l'effondrement de l'âge du bronze. Une force arrive, des civilisations s'effondrent, le lien de causalité est établi. C'est un récit simple, et il est presque certainement faux, ou du moins terriblement incomplet. Plus les archéologues et les scientifiques ont examiné les preuves avec soin, plus il est devenu évident que l'effondrement n'était pas un coup unique porté par un seul agent. C'était un effet domino, une défaillance systémique due à l'accumulation de crises survenant plus rapidement que chacune d'elles ne pourrait être traitée individuellement. Commençons par le climat. Les échantillons de pollen extraits des fonds lacustres de la Méditerranée orientale dressent un constat cohérent. À partir d'environ 1200 avant notre ère, la région a connu une sécheresse prolongée et intense. Les précipitations ont considérablement diminué sur de vastes étendues. Dans de nombreux endroits où les cultures avaient permis de nourrir des populations denses pendant des siècles, le sol s'est désertifié. Pour les royaumes des hauts plateaux comme Hatti, déjà difficile à nourrir même les bonnes années, déjà dépendant des cargaisons de céréales qui parcouraient d'énormes distances pour arriver, les conséquences de mauvaises récoltes prolongées n'étaient pas un simple désagrément économique. Elles étaient existentielles. Et puis, il y a les tremblements de terre. L'analyse sismologique de la Méditerranée orientale du XIIe siècle avant notre ère révèle un regroupement remarquable d'événements sismiques majeurs en Grèce, en Anatolie, en Syrie et au Levant. Les couches de destruction observées sur plusieurs sites correspondent non seulement à la chronologie de l'effondrement, mais aussi à la signature spécifique des dégâts causés par un séisme plutôt qu'à un incendie délibéré. Il est à noter que l'Égypte se situe en dehors de la zone sismique qui a absorbé ces secousses, ce qui pourrait expliquer en partie pourquoi elle est la seule, parmi les grandes puissances de l'âge du bronze, à avoir survécu. L'approvisionnement en étain mérite une analyse approfondie. La puissance militaire de l'âge du bronze était littéralement faite de bronze, et le bronze nécessitait de l'étain, et l'étain provenait presque entièrement d'Afghanistan. Lorsque les routes terrestres qui transportaient le bronze vers l'ouest furent interrompues, les conséquences se propagèrent à travers toutes les armées et les économies palatiales qui dépendaient de ce métal pour fonctionner. Le détail le plus troublant réside peut-être dans les schémas de destruction eux-mêmes. En plusieurs endroits, les structures du palais ont brûlé tandis que les villages environnants sont restés intacts. Ce n'est pas la marque d'un envahisseur étranger qui a tout ravagé sans discernement. C'est la marque de gens qui savaient exactement ce qu'ils voulaient détruire. Tout cela brosse le tableau selon lequel les peuples de la mer étaient autant symptômes que causes. Un peuple déjà déplacé par la sécheresse, libéré de l'autorité palatiale effondrée, entraînés dans un vide de pouvoir créé par la défaillance simultanée de toutes les forces stabilisatrices majeures de la région. Le monde qu'ils ont attaqué était déjà en train de s'autodétruire. Ils sont arrivés au moment de leur plus grande vulnérabilité et, dans certains cas, ils fuyaient peut-être le désastre même qu'ils semblaient provoquer. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les morts ont gardé leurs origines secrètes. Quels que soient les voyages qu'ils aient effectués, quelles que soient les distances parcourues par leurs ancêtres, quelles que soient les populations dont ils descendaient, tout cela a disparu avec eux, enfoui sous terre. Puis l'ADN ancien a changé la donne. Les scientifiques ont appris à extraire et à séquencer du matériel génétique provenant d'os vieux de plusieurs milliers d'années, de dents et de structures de l'oreille interne, où l'information biologique survit le plus longtemps. Et soudain, le passé s'est mis à parler dans un langage entièrement nouveau. Non pas le langage des objets, des strates de destruction et des formes de casques,
mais le langage de la biologie elle-même. Appliqué à la question des peuples de la mer, ce langage n'a pas produit une réponse unique et définitive. Il a produit quelque chose de considérablement plus intéressant. L'étude génétique la plus importante ayant abordé directement la question s'est concentrée sur les Philistins, le groupe présentant les arguments archéologiques les plus solides en faveur d'une origine peuple de la mer. Des chercheurs ont extrait de l'ADN ancien d'individus enterrés dans les couches les plus anciennes d'Ashkelon, l'une des 5 villes de la Pentapole philistine, couvrant la période allant de l'âge du bronze à l'âge du fer. Ce qu'ils ont découvert, c'est un signal clair et sans ambiguïté d'ascendance européenne dans les plus anciennes sépultures philistines, une ascendance tout simplement absente chez la population cananéenne qui avait occupé la même région au cours des siècles précédents. Il ne s'agissait pas d'une trace statistique marginale, il s'agissait d'une véritable discontinuité biologique, marquant l'arrivée d'une population venue d'ailleurs. L'analyse de l'ascendance pointait spécifiquement vers l'Europe du Sud et la mer Égée. Pour la première fois, les arguments archéologiques et génétiques convergeaient. Puis vint le détail qui éclairait le plus directement ce qui était réellement arrivé à ces personnes. En 2 ou 3 générations, le signal génétique européen distinct, présent dans les premières sépultures philistines, commence à s'estomper. Dans les couches plus récentes de l'âge du fer à Ashkelon, il s'est largement fondu dans la population levantine environnante. Les peuples de la mer arrivèrent, s'installèrent, s'intégrèrent et, en quelques générations, leurs descendants étaient génétiquement indiscernables de la population régionale. La frontière s'estompa. L'identité persista dans la culture et la mémoire longtemps après avoir cessé d'exister biologiquement. Les analyses génétiques effectuées sur des vestiges sardes antiques ont confirmé que la population sarde de l'âge du bronze était véritablement distincte, donnant une réalité biologique à ce que l'archéologie affirmait depuis longtemps au sujet de la culture neuragique. Mais ce que l'ADN ne révèle pas est tout aussi important. Il n'existe pas d'identité génétique unifiée commune à tous les groupes nommés des peuples de la mer. Aucune signature biologique partagée reliant les Chardana aux Pélicètes et aux Louka. Il s'agissait véritablement de peuples multiples. Les peuples de la mer n'étaient pas une civilisation mystérieuse venue d'au-delà du monde connu. Ils étaient des produits de la Méditerranée de l'âge du bronze elle-même, un système qui s'est désagrégé. Les peuples de la mer n'ont pas disparu après l'Égypte. C'est cette partie de l'histoire qui a tendance à se perdre dans le drame de l'effondrement lui-même. Les inscriptions de Ramsès III lui-même relatent un fait que son récit triomphaliste ne peut tout à fait dissimuler. Il a installé les peuples de la mer vaincus en Canaan comme vassaux égyptiens. Les Péliquètes, en particulier, furent installés le long de la côte sud du Levant, fonctionnant en pratique comme une population tampon protégeant la frontière impériale contre une instabilité accrue venant du nord et de l'est. C'était une solution pragmatique à un problème que la victoire militaire seule n'avait pas résolu. On pouvait repousser une flotte sur le Nil. On ne pouvait pas empêcher le déplacement de populations entières sans autre endroit où aller. La Pentapole philistine qui s'est développée à partir de cette colonie est devenue l'une des cultures les plus visibles archéologiquement du début de l'âge du fer. À Ashkelon, Ashdod, Ekron, Gath et Gaza, l'empreinte matérielle d'une population nouvellement arrivée est indéniable. Des poteries de style égéen apparaissent dans les couches d'occupation les plus anciennes, distinctes de tout ce qui a été produit en Canaan avant l'effondrement. Les pratiques alimentaires ont changé. Le porc et le bœuf, fortement associés au monde égéen mais pas typiques de la région, apparaissent dans les documents finaux. L'architecture a évolué. Une culture s'est établie, puisant dans ses origines qu'elle avait transportées à travers la Méditerranée, tout en absorbant lentement le paysage dans lequel elle s'était implantée. Cette culture a atteint une forme d'immortalité que ses fondateurs n'auraient pu prévoir. Les Philistins de l'Ancien Testament, les grands antagonistes des débuts de l'histoire israélite, le peuple de Goliath, ont préservé le souvenir des peuples de la mer dans l'un des textes les plus lus de l'histoire de l'humanité. Leur nom a survécu à leur ville, à leur langue, à leur biologie et presque à leur archéologie. Les Chardana ont suivi une voie différente. Les preuves de la présence de mercenaires de Chardana dans les armées égyptiennes remontent à plus de 3 siècles après l'effondrement, apparaissant dans des documents administratifs jusqu'à la 20e dynastie.
Certains s'installèrent en Égypte avec des concessions de terre et un statut d'élite, leur relation avec l'État pharaonique évoluant d'une menace récurrente à une communauté militaire intégrée. Ce n'est pas si différent des soldats germaniques qui accédèrent à des postes importants au sein de l'armée romaine tardive. Le parallèle est troublant mais instructif. Chypre se révèle, à la lumière des faits, tout à fait différente. Un creuset essentiel où des populations déplacées de tout le système en effondrement ont convergé, forgeant de nouvelles identités à partir des ruines des anciennes. Des gens qui avaient perdu leur palais, leur royaume, leurs réseaux commerciaux, arrivèrent sur l'île, au carrefour de tout, et recommencèrent à zéro. Ces bas-reliefs sculptés à Medinet Abou sont toujours là. Des guerriers coiffés de plumes et de casques à cornes, figés dans le calcaire, s'affrontaient sur les rives du Nil, témoins d'une victoire incapable d'enrayer le lent effondrement de tout ce qui se trouvait derrière. Pendant 3 ans, ils restèrent là, sans nom, sans origine, sans biologie. L'ADN n'a pas tout résolu. Les peuples de la mer demeurent pluriels, insaisissables, réfractaires à une explication unique et simpliste. Mais ce que la génétique a accompli était plus important que la résolution du mystère. Elle l'a humanisé. Il s'agissait de peuples identifiables dont les descendants vivent encore aujourd'hui dans toute la région. L'effondrement de l'âge du bronze n'a pas été infligé au monde antique par une force étrangère venue de nulle part. Il a été engendré de l'intérieur par cette même humanité interconnectée, ambitieuse et désespérée, qui avait bâti ce monde à l'origine. Ils l'ont détruit. Ils y ont survécu. Et au sens biologique le plus littéral, ils sont devenus nous. Restez curieux.